Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais dit dans la dernière lecture, je rattrape tranquillement mon retard accumulé sur le mois de mars, encore une fois, parce que j'ai l'impression que je suis à la bourre de mes dernières lectures depuis début 2024, voire bien avant, parce qu'il me semble que c'était déjà le cas fin 2023. Bref, toujours est-il que avec cette vidéo, normalement, je serai à jour de mes dernières lectures de mars. Et je suis déjà à la bourre de mes dernières lectures d'avril. Donc je sais pas trop comment je vais goupiller les choses, mais je vais voir ça tranquillement. En tout cas, comme dans les dernières vidéos, pour potentialiser un petit peu ces vidéos et être un petit peu plus efficace, en tout cas, j'ai 6 livres à vous présenter. Donc on va faire ça tranquillement et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par une lecture qui change pas mal de ce que je lis habituellement et que j'aurais probablement pas lu aussi rapidement dans d'autres circonstances, même si Lucie m'a donné très envie de la découvrir l'été dernier quand elle l'a lu. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'est retrouvé aussi rapidement dans ma pile à lire, même si d'autres facteurs sont rentrés en compte. C'est Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave aux éditions Pocket, qui est donc un récit historique et plutôt de la littérature blanche qui est encore une fois très loin de mes pénettes habituelles. Et encore une fois, comme je le disais, Lucie m'a donné très envie de le découvrir quand elle l'a lu l'été dernier en 2023 et de façon très coordonnée et qui finalement tombait plutôt bien. C'est à peu près le moment où Camelot Magicadou a refait un concours pour continuer à faire circuler ce livre, puisque c'est un livre qui lui a été acheté par Cecilia de la chaîne Jurassic Jones et que depuis il est dans une espèce de chaîne du livre où on se le transmet de lectrice en lectrice pour partager finalement cette expérience et transmettre ce qu'on en a pensé à chaque fois. Je trouvais l'expérience hyper cool et encore une fois, c'est un livre qui me faisait très envie. Donc j'ai participé à l'espèce de petit concours lancé par Camelot Magicadou à cette occasion et j'ai été absolument ravie d'être tirée au sort. Et j'ai dû le recevoir fin d'été, début d'automne du coup. Et malheureusement, il a poreté bien trop longtemps dans ma pile à lire. Encore une fois, je pense parce que c'est pas forcément le genre de lecture vers lequel je me tourne le plus facilement, même si il y avait quand même un certain nombre de thématiques qui m'intriguaient énormément dans ce récit. En gros, on va se retrouver en Norvège en 1617, dans un petit patelin paumé où il y a genre 30 habitants, quelque chose comme ça, et à la suite d'une énorme tempête, quasiment l'intégralité de la population masculine de ce village va décéder puisqu'ils étaient en mer à ce moment-là, ne laissant que les femmes se débrouiller toutes seules, à une époque où voilà, l'émancipation des femmes, c'est pas forcément au goût du jour, et dans un contexte où la Norvège est sous domination, en tout cas est contrôlée dans une certaine mesure par l'Angleterre, qui envoie donc un délégué dans ce petit village afin de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et on va suivre notamment les femmes de ce village au moment de la tempête, après les conséquences que ça a pour elles, et puis l'arrivée de ce délégué et tout ce que ça va impliquer également. Il y a une grosse thématique de religion, de superstition, de chasse aux sorcières également, et de ce que j'ai compris notamment avec la note de l'autrice à la fin, c'est basé sur une histoire vraie et ce qui a marqué finalement dans un certain sens le début de la chasse aux sorcières en Norvège, ou en tout cas dans ces territoires, et toutes les conséquences horribles que ça a eu, parce que ça a été assez important en termes de nombre de personnes touchées, de nombre de personnes tuées dans la manœuvre. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça m'intriguait beaucoup et j'avais très envie de le découvrir. Je l'ai fait traîner un petit peu encore une fois, mais je m'y suis finalement mis et grand bien m'en a fait, puisque j'ai beaucoup apprécié ma lecture, que j'ai trouvé absolument passionnante, d'autant plus quand je me suis rendu compte à la fin que c'était effectivement basé sur des faits historiques. Alors c'est un petit peu romancé par l'autrice et elle explique à la fin avoir voulu transmettre au lecteur tous les enjeux, tous les tenants aboutissants et finalement comment on en arrive là, comment on en arrive à ces chasses aux sorcières et à tout ce que ça peut engendrer d'horrible. Et en ça, je trouve que c'est un exercice qu'elle a complètement réussi. C'était pas forcément évident de prime abord pour moi parce que le rythme du récit est un petit peu particulier. Ça met vraiment beaucoup de temps à démarrer. Et typiquement, tout l'aspect chasse aux sorcières apparaît vraiment à la fin du livre, ce à quoi je m'attendais pas forcément, mais qui est hyper intelligent et je pense extrêmement bien choisi pour nous transmettre encore une fois tous ces enjeux, tous ces tenants et aboutissants, parce que l'installation très progressive du récit, des personnages, du contexte permet vraiment de tout bien comprendre et d'avoir un attachement assez important, notamment en ce qui concerne les personnages féminins et ce village de femmes et de toutes leurs relations et de toutes les tensions qui existent entre elles et de tous les enjeux de ces relations, encore une fois, et quand finalement tout va être perturbé par ces questions de religion, de sorcellerie, etc., on comprend encore mieux les pourquoi et comment.
et c'est assez glaçant de voir tous ces mécanismes en jeu et de voir tout ce qui se tricote et la fin un petit peu inéluctable finalement parce qu'on sait qu'à un moment donné ça va arriver et c'est déjà présent dès le commencement finalement du récit, donc on se doute que ça va pas bien finir. Mais voilà, c'était très bien fait, très bien mené, je trouve. Encore une fois, c'est un rythme un peu particulier et j'avoue que je pense que ma lecture en a un petit peu pâti pour les 100 premières pages, le temps que je me mette bien dedans et que je me mette dans ce rythme et que je comprenne la position de l'autrice et où est-ce qu'elle allait et comment est-ce qu'elle y allait. Mais quand j'ai bien appréhendé tout ça, c'était vraiment hyper intéressant et voilà, c'est typiquement le style narratif qui était, je pense, le plus approprié, en tout cas qui fait extrêmement sens dans ce récit, d'autant plus qu'il permet avec une alternance de points de vue d'avoir un petit peu le panel de tous ces personnages et leurs différentes opinions, leurs différentes façons de voir les choses, qui n'en complexifie que plus la narration, mais la rend également que plus intéressante. C'est bien évidemment, vous vous en doutez peut-être, un récit qui est plein de trigger warning parce qu'on est dans un monde qui n'est pas extrêmement sympathique et notamment très violent envers les femmes. On va parler de viol, on va parler de viol conjugal, on va parler de relations abusives, mais voilà, encore une fois dans un contexte historique où c'était un petit peu la norme, même si l'autrice arrive tout de même à le dénoncer et à dénoncer notamment le fait que les femmes sont vues comme des objets, comme des meubles, comme des possessions ayant fonction. Et d'un autre côté, il y a des relations qui sont très belles, qui sont très douces, qui font plaisir à lire et qui contrebalancent un petit peu toute cette dureté et des passages qui sont pour le coup assez durs. Dans l'ensemble, j'ai trouvé tous les personnages très convaincants, très tridimensionnels et vraiment substantiels, et c'est ça je pense qui fait la grande force du récit et qui encore une fois fonctionne bien avec cette narration qui prend son temps parce qu'ils sont extrêmement bien caractérisés, parce qu'ils sont extrêmement vivants et comme c'est un petit peu le cœur du récit, ça fonctionne très bien, notamment pour comprendre les mécanismes de la peur, de la domination, etc. Encore une fois, c'est pas du tout le genre de lecture que je lis le plus, mais j'étais très contente de découvrir ce récit, de me plonger dans cette histoire, et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je ne peux que vous le recommander, même si comme moi, vous n'êtes pas très friand de littérature blanche, et que c'est pas ce que vous lisez le plus habituellement, je trouve que ça passe très bien, que c'est très accessible, et ça fait partie des lectures assez importantes à lire à mon sens. Sur une note un petit peu moins positive, une de mes déceptions malheureusement du mois de mars, je vous en ai parlé très succinctement à l'occasion de mes flops dans le wrap-up. Le tome 3 du Dernier Souffle de Fiona McIntosh aux éditions Brajlon, donc l'âme, que j'ai dans ce très joli format, mais que j'ai écouté en livre audio puisque je n'arrivais pas à le sortir de ma pile à lire autrement, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le tenter et grand bien m'en a fait puisque je l'ai lu beaucoup plus rapidement en livre audio que je ne l'aurais fait en papier, je pense. D'autant plus qu'après vérification, j'ai lu le premier tome en 2017 et le deuxième en 2021. Donc mes souvenirs n'étaient pas forcément hyper frais quand j'ai débuté. Cela dit, l'autrice fait un bon travail de recontextualisation, je trouve, et dans l'ensemble, j'ai été assez agréablement surprise des personnages et des souvenirs assez précis que j'avais de certaines choses. Je me souvenais pas de tout, loin de là, mais j'avais vraiment des flashs des 2 premiers tomes et des choses qui étaient extrêmement claires dans ma tête. Ce qui tient, je pense, aussi en grande partie parce que j'avais beaucoup aimé, voire adoré les 2 premiers tomes. Je les avais très bien notés sur Booknote à l'époque. Donc je pense que tout ça a fait que j'avais des souvenirs assez vifs, même si certaines parties étaient un petit peu plus floues pour moi. Et voilà, en audio en tout cas, ça s'est très bien passé, j'ai réussi à bien tout recontextualiser assez rapidement. Donc finalement, c'est pas tant ça qui m'a peiné dans ma lecture que le fait que probablement je n'ai pas les mêmes attentes actuellement que quand j'ai commencé cette série en 2017. Et j'ai trouvé en la reprenant qu'elle faisait plutôt vieille fantasy, ce qui est assez logique finalement puisque en y regardant d'un peu plus près, elle est parue en anglais en 2004, donc ça commence à faire un petit peu, hein, ça fait 20 ans quand même. Donc c'est assez logique, je pense que certaines choses me paraissent un petit peu datées, notamment voilà, en ce qui concerne les personnages, leur traitement, notamment en ce qui concerne le traitement des personnages féminins, même s'il y avait 2-3 petites choses assez intéressantes à ce niveau-là, je trouve. Mais ça m'a vraiment évoqué un certain nombre de vieilles séries de fantasy, typiquement Narnia à plusieurs moments, avec le rapport aux animaux, avec le rapport aux personnages, notamment d'enfants. Et voilà, par certains côtés, ça n'a pas très bien vieilli à ce niveau-là non plus. Cela étant dit, comme je le disais, il y avait quand même des choses un peu plus modernes. Typiquement, il y a des passages qui m'ont un petit peu fait penser au mythe de Tirésias, dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais en gros de ce qui se passe quand un homme se retrouve dans le corps d'une femme tout simplement, et notamment à l'occasion des règles et toutes ces joyeusetés. Pour le coup, j'ai trouvé ça assez original et assez novateur, je pense, pour un texte qui est paru en 2004. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai apprécié mon écoute, il y a plein de trucs que j'ai trouvé cool, mais j'ai pas retrouvé l'enthousiasme que j'avais eu pour les 2 premiers tomes, et ça je pense que ça tient typiquement de mes attentes qui ne sont pas les mêmes actuellement qu'elles ne l'étaient en 2017 voire en 2021. Donc c'est assez logique finalement, encore une fois, et j'ai un petit peu regretté que la fin soit
aussi rapide, aussi facile presque. Après une trilogie de presque 1500 pages, je m'attendais à un petit peu plus quand même de waouh. Il y avait quelque chose qui à mon sens tient un petit peu trop du Deus Ex Machina pour être satisfaisant en soi. Donc voilà, dans l'ensemble c'était un troisième tome un petit peu en demi-teinte, notamment en comparaison des très bons souvenirs que j'avais des 2 premiers tomes et de cette fin qui était pour moi un petit peu déceptive. Cela étant dit, je garde un bon souvenir dans l'ensemble de cette trilogie de fantasy qui reste très classique par plein d'aspects, mais qui a quand même un certain nombre de twists assez surprenants et originaux. Donc voilà, si jamais ça vous tente, en gardant à l'esprit que c'est une série qui commence à dater un petit peu, je pense que ça peut être une bonne découverte en termes de classique de la fantasy en tout cas. Et on va continuer dans la fantasy parce qu'encore une fois, Les Graciers étaient vraiment une anomalie dans toutes mes lectures du mois de mars et même de l'année, j'ai envie de vous dire. On a lu donc pour l'Explorer Livre anglophone du mois de mars le premier tome de God Killer de Hannah Kanner aux éditions Harper Voyager ici, mais qui a été traduit en français chez De Saxus, qui est donc une fantasy adulte assez sombre globalement. J'avais eu pas mal de retours passés un petit peu déçus parce qu'ils s'attendaient plutôt à de la romantasy young adult un peu plus légère finalement. Et effectivement, c'est pas franchement le sujet de ce récit parce que c'est assez sombre encore une fois dans l'univers et que le subplot de romance n'est que extrêmement secondaire globalement. Ce qui personnellement m'a très bien convenu parce que pour moi, c'était pas forcément le sujet du récit. En gros, on va être dans un univers où les dieux existent et où ils peuvent se matérialiser et devenir de plus en plus matériels et de plus en plus puissants s'ils ont des adeptes, s'ils ont des offrandes, si un culte leur est rendu. Et dans ces cas-là, ils peuvent accorder des dons aux mortels et se servir de leur pouvoir pour parfois rétribuer leurs adeptes. Sauf que les dieux étant aussi assez égoïstes et pas toujours très sympathiques, ça a causé un certain nombre de problèmes et avant le début de cette histoire, il y a eu une guerre qui a exterminé quasiment tous les dieux et maintenant les cultes sont interdits par le roi du royaume et des God Killers, c'est-à-dire littéralement des tueurs de dieux, sont payés par ce royaume pour finir d'exterminer les derniers dieux qu'ils pourraient subsister. Le personnage de Kisen est donc une God Killer et ce depuis que sa famille a été exterminée parce qu'elle rendait un culte au mauvais dieu, en tout cas pas celui qui était majoritairement apprécié dans sa communauté et voilà, ils ont été massacrés dans des circonstances assez horribles. C'est d'ailleurs là-dessus que s'ouvre ce récit pour vous dire qu'on n'est pas sur un truc extrêmement léger non plus. Et du coup on va la suivre alors qu'elle vit sa petite vie de tueuse de dieux et qu'elle croise le chemin d'Inara qui est une jeune fille dont la famille a aussi été massacrée dans des circonstances pas très cool et qui est liée de façon très étrange à un dieu, des gentils mensonges, des mensonges pieux si on veut, alors que ça devrait pas être possible et que ce dieu ne devrait pas pouvoir survivre comme ça. Va s'en suivre une quête pour comprendre un petit peu leur lien et voir ce qu'il est possible de faire pour les libérer tous les deux et Kisen va se retrouver un petit peu embarqué dedans avec un autre personnage assez mystérieux et on va être dans ce côté quête, ce côté voyage avec cette troupe de compagnons qui fait un petit peu found family et qui a plutôt très bien fonctionné avec moi. On en a déjà discuté en live sur les chaînes de Juliette mais on était assez d'accord toutes et tous ceux qui l'avaient lu et qui étaient présents dans le live pour se dire que ça avait quand même un petit côté cosy de façon très étrange et typiquement par rapport à l'univers qui pour le coup est assez sombre comme je viens de vous le dire, mais voilà, étrangement avec ce côté assez cocon de found family, ça fonctionnait plutôt très bien et dans l'ensemble j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça n'a pas été forcément évident initialement, je pense que sur les 50-100 premières pages j'ai beaucoup galéré et notamment avec le fait que je le lisais en anglais et je ne sais pas pourquoi parce qu'en termes de vocabulaire c'était pas forcément hyper compliqué mais j'avais beaucoup de mal à avancer dans ma lecture et je pense que ça tient en grande partie des tournures de phrases qui n'étaient pas forcément les plus évidentes ou en tout cas celles qu'on trouve le plus fréquemment dans les lectures, en tout cas dans celles que j'ai faites en anglais ces derniers temps. Juliette avait l'air de dire que c'était plus en termes de fantaisie adulte donc que les tournures s'en ressentaient un petit peu, c'est peut-être à cause de ça. Du coup voilà, ma lecture du début a été un petit peu laborieuse et j'ai fini par me résoudre à prendre le livre audio et là ça a été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour moi parce que j'avais juste à me laisser porter par la lectrice qui était plutôt très agréable d'ailleurs et pour le coup les tournures de phrases ne m'ont pas du tout dérangé en audio donc voilà, si jamais vous voulez le tenter en VO mais que vous galérez un petit peu, essayez peut-être l'audio, des fois ça marche mieux en tout cas avec moi. Et voilà, dans l'ensemble c'était une chouette lecture, j'ai apprécié un certain nombre de représentations notamment d'un couple FF que j'ai trouvé très cool et du personnage de Kisen qui est porteuse de handicap puisqu'elle a une prothèse de jambe et j'ai trouvé que c'était bien porté tout le long du récit parce qu'on va l'aborder à plein de moments différents et voir en fait
à quel point ça a des conséquences pour elle dans sa vie de tous les jours et dans son travail, typiquement parce que vous vous doutez bien que courir partout et combattre des dieux avec une prothèse, c'est pas toujours évident. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt très cool d'avoir ce type de représentation en fantasy, ce qui est vraiment très très rare en l'occurrence. J'ai aimé la multiplicité des points de vue et notamment le point de vue de Scaldi qui est donc le dieu des pieux mensonges, des petits mensonges, que j'ai trouvé très intéressant et qui complémentait bien les points de vue des humains finalement, notamment par rapport à toutes les problématiques de cet univers. Voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très cool. Il me semble que c'est le premier tome d'une trilogie, en tout cas le deuxième tome vient de paraître en VO très récemment et je suis très curieuse de lire la suite et de voir un petit peu où ça va, donc je pense que je me pencherai sur le livre audio sans trop tarder et en tout cas, s'il vous tente, gardez bien en tête que c'est de la fantaisie adulte, pas toujours hyper cool, mais ça pose des questions assez intéressantes, voilà, sur la question des divinités, sur la question des cultes, sur la question du pouvoir aussi et des conséquences de celui-ci. Et en tout cas voilà, si c'est des questions qui vous intéressent, je ne peux que vous le recommander. Et en parlant de romantécie, pour le coup là, on est en plein dedans. Le deuxième tome du Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse de Danielle L. Jensen, aux éditions Brajlon, qui, encore une fois, ont fait un travail éditorial plutôt très sympathique, je trouve, sur ces objets livres. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu l'année dernière pour un défi lecture, il me semble, et celui-ci traînait dans ma pile à lire depuis la sortie, et je me suis dit qu'à l'occasion de la sortie du troisième tome, il était grand temps que je m'y mette pour ne pas non plus accumuler du retard dans cette série, d'autant que ça se lit toujours extrêmement rapidement, que c'est absolument pas prise de tête et que globalement c'était tout ce que je lui demandais. Pour le coup, on est dans de la romantécie un petit peu pure et dure, j'ai envie de vous dire. Si vous n'avez jamais entendu parler du Pont des Tempêtes, ce qui m'étonnerait si vous traînez sur Booktube, on va être dans un univers de fantasy avec un certain nombre de royaumes, et notamment le royaume du pont, donc Itikana, qui est très mystérieux et qui a une place un petit peu privilégiée puisque cette espèce de grand pont qui constitue une grosse partie de ses terres et de son pouvoir permet notamment le commerce entre plein de royaumes de ce monde, puisque la mer qu'il traverse est appelée la mer des tempêtes, donc vous vous doutez bien que c'est pas forcément hyper facile de la traverser, sauf que tout ce pouvoir commercial n'est pas forcément vu d'un très bon œil par les autres pays, notamment par celui de Maridrina, qui a un roi pas forcément très sympathique, qui a fait je ne sais plus combien de filles à des femmes différentes dans son harem, qui les a élevées dans le désert avec des professeurs un petit peu spéciaux, puisque globalement le but du jeu c'était d'en faire des espionnes / assassines, pour en marier une au roi d'Itikana sous le prétexte fumeux de respecter un traité un petit peu louche, pour que cette fille puisse leur envoyer toutes les infos possibles sur le pont, que Maridrina puisse en prendre le contrôle et renverser complètement Itikana. C'est le début du premier tome, on va suivre donc le personnage de Lara qui est la fameuse fille qui a été choisie pour être la représentante de Maridrina dans ce mariage, et Aren qui est donc le nouveau roi d'Itikana qui va devenir son époux. Encore une fois, j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais trouvé plutôt très efficace en matière de romantation. On est sur un Enemies to Lovers assez classique mais qui pour moi cochait toutes les cases, en tout cas toutes mes attentes en la matière. J'étais assez curieuse de voir ce que donnait celui-ci, et encore une fois, ça a plutôt très bien fonctionné avec moi. C'est pas la romantécie la plus originale, c'est pas la relation la plus originale, il y a plein de choses que j'ai vu venir, et globalement, je pense que ce que j'apprécie autant dans ce récit, c'est le côté très prévisible, étrangement, je sais pas si ça fait sens, mais de savoir où je vais, de savoir à peu près, ou en tout cas de pouvoir voir où l'autrice veut aller, parce qu'on est sur des tropes assez classiques, un peu éculées parfois, mais qui fonctionnent bien, qui sont efficaces, qui sont bien faits d'une manière générale, et voilà, ça me dérange pas forcément dans certaines circonstances, et notamment dans ces moments-là où c'est très efficace par ailleurs, et où ça se lit bien, et où ça se lit vite, d'avoir des trucs prévisibles, et de savoir exactement ou à peu près ce qui va se passer et comment ça va finir. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de série pour moi, c'est une petite pause, pas prise de tête, où voilà, je vais pas avoir de grosses surprises, où je vais pas me retrouver sur les fesses et avoir vraiment un impact émotionnel très important. J'aime bien les personnages, je trouve l'univers plutôt très cool, et notamment en ce qui concerne les intrigues, ça fonctionne plutôt très bien à mon sens. Mais encore une fois, c'est pas surprenant et c'est pas ce que je lui demande, et en ce sens-là, c'était totalement satisfaisant pour moi. Encore une fois, j'ai aimé les personnages que j'ai trouvé efficaces. J'ai trouvé la relation, somme toute, très sympa à suivre. J'ai beaucoup aimé le contexte plus désertique de ce deuxième tome comparé au premier qui était beaucoup plus aquatique pour le coup. J'ai trouvé que ça marchait bien. Encore une fois, il n'y avait pas 15 milliards de descriptions, mais ça suffisait pour donner le contexte et l'ambiance. Et c'était ce que j'attendais en la matière. C'est
plus ou moins la fin d'une duologie qui va s'attacher donc au couple Lara et Aren. Comme je le disais, le 3e tome est paru mais va s'attacher à un autre couple dans le même univers, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a quand même une fin en soi d'arc narratif, et c'est peut-être un de mes seuls reproches pour le coup, c'est que la fin était peut-être un petit peu too much. Voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu facile et un petit peu too much à certains moments, mais encore une fois, ça m'a pas non plus particulièrement dérangée. Voilà, dans l'ensemble, c'était une lecture satisfaisante, rapide, pas prise de tête, tout ce que je lui demandais, et des fois ça fait du bien aussi d'avoir ce type de lecture reposante finalement, où les enjeux sont pas incroyables, mais où globalement je passe un bon moment. Ensuite, en lecture commune avec Lucie, parce que ça faisait longtemps finalement, je pense que c'est la seule lecture commune dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce qui est assez rare pour être souligné, à part Exploralivre bien évidemment. La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Hugo Stardust, qui est donc une réécriture d'un conte chinois, si je ne dis pas de bêtises, où on va suivre la fille de la déesse de la lune sans grande surprise. En gros, la déesse de la lune était une mortelle qui a bu un élixir d'immortalité, ce qui en a fait une déesse et ce qui a bien mécontenté l'empereur céleste et sa femme, si je ne dis pas de bêtises, qui l'ont donc envoyée en exil sur la lune, mais ils ne savaient pas qu'elle était enceinte. Elle a donc donné naissance à sa fille sur la lune, qui est enfermée depuis, de même que sa mère, ce qui n'est pas forcément hyper stimulant pour une enfant adolescente, c'est plutôt young adult, donc c'est plutôt une ado dans ce récit. Et elle va trouver un moyen de s'enfuir et de se retrouver dans le royaume céleste, où elle va vivre un certain nombre d'aventures et notamment rencontrer un prince, parce que c'est un petit peu toujours le principe de ce type de conte. Bref, c'était pour le coup assez classique, encore une fois, dans un certain nombre de mesures. Typiquement, voilà, la rencontre du prince, suivie d'un certain nombre d'épreuves pour devenir sa dame de compagnie ou quelque chose comme ça. Il y avait en plus un triangle amoureux qui était visible à des kilomètres et qui n'est pas forcément le plus subtil ni le plus agréable à lire. Déjà que je suis pas très fan des triangles amoureux, mais celui-là était pas forcément incroyable. C'était à pas mal de niveaux assez young adulte aussi dans le personnage, dans typiquement cette histoire de triangle amoureux, et dans les réactions du personnage principal qui n'étaient pas toujours hyper logiques ou réalistes. Donc voilà, dans l'ensemble c'était pas hyper original, mais c'était relativement efficace. Alors vous voyez peut-être toujours mon marque-page, je n'ai pas abandonné ce livre, mais je ne l'ai pas fini en papier parce que arrivé aux 2/3, je trouvais quand même ça un petit peu longuet et pas forcément hyper prenant dans ma lecture. Donc j'ai terminé en audio, en anglais pour le coup, parce qu'il était disponible sur Scribd et je l'ai plutôt mieux apprécié comme ça. Je pense que je ne l'aurais fait en papier, en français, où je trouvais que c'était parfois un petit peu laborieux. Donc voilà, c'était efficace, mais c'était pas non plus incroyable. Et voilà, j'ai bien aimé l'ambiance, il y a certaines choses que j'ai trouvées intéressantes, mais dans l'ensemble, j'en garde pas un souvenir impérissable. Et typiquement, j'ai largement préféré 6 couronnes d'écarlate en matière de réécriture de contes asiatiques que celui-ci, que j'ai trouvé beaucoup plus young adult et beaucoup plus convenu, avec une ambiance qui était un peu moins efficace aussi que 6 couronnes d'écarlate à mon sens. Donc voilà. C'est un petit mouais. Cela étant dit, j'ai le 2e tome de la duologie dans ma pile à lire parce que je l'ai acheté avant de lire le premier, bien évidemment, et que, comme toujours, c'est pas forcément une décision hyper intelligente. Donc je lirai le 2e et dernier tome de la série. Je pense que je l'écouterai encore une fois en livre audio en anglais, même si je l'ai en papier comme ça. Je l'aurai quand même terminé et rentabilisé si on veut. Je crois que Lucie va se le procurer en e-book, donc on terminera la série toutes les deux. Mais pour l'instant, en tout cas, ça présage pas non plus quelque chose d'incroyable. Pour le dernier tome, on verra bien. Je vous en reparle, je pense, très rapidement, histoire de ne pas le laisser traîner trop longtemps. Et rapidement, on va terminer sur un autre livre audio que j'ai écouté pour le coup avec énormément de plaisir et dont je vous ai déjà succinctement parlé en Reels sur Instagram, puisque je vous ai fait un petit topo global sur l'ensemble de la trilogie que j'ai terminé tout début avril, puisque cette lecture était juste à cheval fin mars, début avril, et on va enfin pouvoir passer aux lectures d'avril. Ensuite, c'est le 2e tome de Magic Charlie, Bienvenue à Saint-Fouettard de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse, que comme je le disais, j'ai eu le grand plaisir d'écouter en livre audio, comme le premier tome que j'avais beaucoup apprécié dans ce format. Et j'ai adoré retrouver Charlie, que j'avais quitté il y a pas très longtemps, puisque j'ai lu le premier tome début mars, mais c'est vraiment une saga jeunesse que j'affectionne particulièrement. Je trouve que le personnage de Charlie est absolument génial à suivre,
Et c'est typiquement le genre de saga jeunesse qui est hyper intéressante parce qu'elle traite sous couvert de monde fantasy, de magie, de trucs un petit peu merveilleux, de sujets de société assez importants et assez graves finalement, puisqu'il va être question d'injustice sociale et de leur pérennisation, et d'abus d'autorité, de culture du viol, de harcèlement, de choses fort sympathiques encore une fois. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un traitement hyper intelligent, hyper bien fait, hyper adapté pour les lecteurs jeunesse et qui peut typiquement amener des discussions par la suite. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit si dur à certains moments. J'ai trouvé que pour un récit jeunesse, il y avait des passages qui étaient assez costauds, notamment voilà en ce qui concernait les abus d'autorité, l'injustice, la culture du viol. Il y a des passages qui étaient absolument affreux, mais qui sont néanmoins hyper réalistes dans un certain sens et assez nécessaire finalement, encore une fois, à discuter, et notamment avec un public jeunesse. Donc voilà, ça fonctionnait bien, c'était bien dosé à mon sens, ça prend pas les enfants pour des idiots, et ça c'est absolument formidable dans ce type de littérature, encore une fois. Et voilà, l'univers est très cool, c'est merveilleux mais pas que, et c'est typiquement le genre de récit important à mon sens. Je vous l'ai déjà dit, mais du coup j'ai terminé la trilogie dans la foulée, je vous parlerai du 3e tome dans une prochaine vidéo, mais en tous les cas je ne peux que vous la recommander extrêmement chaudement, que ce soit pour des lecteurs jeunesse ou pour des lecteurs adultes. Je pense que c'est typiquement le genre de série qui peut plaire au plus grand nombre et qui peut fonctionner de façon très intéressante à divers niveaux de lecture. C'était pour moi un plaisir de la découvrir, les livres audio sont magiques encore une fois. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga et je vous la recommande extrêmement chaudement. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures de mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez fait de belles découvertes en ce moment ou si vous avez eu certaines déceptions dans vos lectures également. Je suis toujours preneuse de vos retours. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.